Mes chers fantaisistes, l'heure est grave. Il y a un conflit qui depuis des années déjà déchire cette communauté, déchire notre communauté. Et je crois que ce conflit provient d'une sinistre conspiration. Voyez-vous, je pense avoir découvert que l'on nous ment. Les signes ne trompent pas. Plus de nouveaux jeux sortent et plus les fidèles se divisent, s'éparpillent et entament des guerres intestines. Pour répondre à une question ma foi simple, quel est le dernier vrai Final Fantasy? Pour répondre à cette épineuse et douloureuse question, n'ayez crainte, je vous guiderai tandis que nous remonterons le cours des sorties et que nous nous pencherons sur les sanglantes reviews métacritiques. Peut-être vous demandez-vous si je suis à la hauteur de cette lourde tâche. Je pense que vous montrer mon ancienne chambre dans la demeure familiale répondra à cette interrogation. Oui, tous mes murs étaient recouverts de posters. Oui, la pièce était à moitié enterrée, et oui, les gens se sentaient mal en y entrant, et oui, ma mère a retiré un poster de Noctis, collé sous une étagère de sorte à ce qu'une fois allongé dans le lit, il vous fixait dormir. Je pense avoir démontré mes qualifications. Le mode opératoire sera simple. Comme énoncé auparavant, le site métacritique sera notre base d'opération. Il y est aisé de trouver certains de nos agents y révélant la supercherie, aux yeux de tous. Le Saint Graal cependant sera de trouver des accusations établies par nos agents les plus imminents. J'ai nommé les journalistes. Leur avis étant perçu comme professionnel, mettra à jour la tromperie dont nous sommes victimes. Final Fantasy XVI étant le dernier de la portée, c'est bien entendu le plus facile à mettre au jour. Je veux dire, j'ai déjà écrit un script injustifiant son statut de JRPG. Et tout membre de notre culte communauté sait que les FF sont des JRPG. N'est-ce pas? Mais si de plus amples preuves vous sont nécessaires, je vous recommande de vous abonner et d'activer les notifications pour être mis au courant du prochain upload. Final Fantasy XV, sorti en 2016 sur PS4 et Xbox One. C'est plutôt aisé de commencer avec lui vu que... Bon, c'est pas le plus giga apprécié de la série quoi. Faut dire qu'on parle d'un jeu où pour comprendre l'histoire et s'attacher au personnage, il faut regarder le film animé 3D pour avoir le contexte de la chute d'Ulysses, jouer au jeu principal jusqu'à la fin du premier chapitre, regarder l'anime Brotherhood, jouer au jeu principal du chapitre 2 jusqu'au 8, mais en prenant le temps de finir la première mission. Enchaîner sur le DLC de Gladiolus, reprendre la deuxième mission du jeu jusqu'à la fin du chapitre 9, faire le DLC d'Ignis, reprendre le jeu du chapitre 10 jusqu'au 13, là, c'est l'heure du DLC Prompto, jeu, chapitre 13. Le multijoueur de FF15, mais pas la toute dernière mission. Vous reprenez le chapitre 14 et vous faites gaffe de vous arrêter au moment où on change vos fringues. Maintenant, vous pouvez faire la dernière mission du multijoueur, à la suite de quoi vous avez gagné le droit de finir le chapitre 14. Et maintenant, si vous regardez le DLC d'Ignis, vous avez le droit à une fin différente. Et il est l'heure de mater l'OAV d'Ardine et de faire son DLC. Ensuite, on reprend le jeu pour le chapitre final, et si vous avez envie d'avoir une belle conclusion, vous finissez par le roman. Je vois pas pourquoi les gens galèrent. L'histoire est ignoble, rien ne se produit pendant les 10 chapitres, puis vous avez soudainement fini le jeu. Le système de combat est digne des années 90 et ne ressemble à rien en RPG. La magie est chiante et c'est une perte de temps totale. Tout ce que vous aimiez au sujet du bon vieux FF n'est pas dans ce jeu. Je vais commencer par dire que j'ai joué à tous les Final Fantasy depuis le 4ème et que celui-ci est le plus décevant du siècle, placé aux côtés de Star Ocean. Pour sûr, les graphismes sont pas mauvais, tout comme la musique, mais appeler ça un Final Fantasy? J'en suis pas sûre. J'aimerais commencer en disant que je suis l'un des plus grands fans de Final Fantasy qui soit. J'ai joué à tous les Final Fantasy depuis leur conception à de multiples reprises. J'ai réalisé des cosplays de personnages de Final Fantasy incluant Cloud, Squall, Cid, Kain et Vivi, à des Comic-Con dans tout le pays. J'ai même lancé une ligue pour le jeu de triple triade de Final Fantasy VIII. Malheureusement, ce jeu n'est pas vraiment un Final Fantasy. Et oui, vous reconnaîtrez nos agents par le fait qu'ils justifient toujours très lourdement le fait qu'ils soient de vrais fans, et sont donc plus à même de critiquer la série. Des professionnels. Il faut admettre que ses visuels, ses idées et quelques-uns de ses combats et donjons méritent de s'y attarder. Mais c'est plus un jeu d'action avec des éléments de Final Fantasy qu'un véritable jeu Final Fantasy. Oh, attendez. Je me suis emmêlée dans mes fiches. Du coup, accordez-moi un léger retour en arrière pour vous lire une review de Final Fantasy XVI parue sur le site superjumpmagazine.com, si vous le permettez. C'est dur à admettre pour un vieux fan, mais Final Fantasy a changé. Que vous soyez un fan récent ou quelqu'un qui y joue depuis 1987, vous avez peut-être remarqué que la seule constance de la série est qu'elle l'est rarement.
Alors qu'on se repose sur nos lauriers au sujet de la magie, des invocations, des armes et des personnages qui partagent des identités communes, le diktat de Final Fantasy est composé par l'équipe actuelle, le directeur actuel et le climat actuel. Final Fantasy VI n'a pas été fait en 2023. Être un fan de Final Fantasy, c'est accepter ou refuser cette ondulation. Il existe des arguments aussi vieux que la série qui tourmentent la conscience collective des amateurs de Final Fantasy, que ce soit en ligne ou non. Est-ce que Final Fantasy XII est réellement bon? Est-ce que les MMO devraient être acceptés comme des opus principaux? Final Fantasy est-il tour par tour, orienté action ou quelque chose d'autre? Que souhaitons-nous réellement exprimer lorsqu'on dit Final Fantasy? Des exemples vivants et des souvenirs s'agglutinant en un malheureux pastiche, faisant se sentir disparates et décourager même les plus inflexibles des fans? Final Fantasy peut-il réellement être défini? Merci à Brandon pour ces très beaux mots. Par contre, je me vois au regret de vous annoncer que je vous ai trompé. C'était un article sur Final Fantasy XV. Je sais, l'illusion était parfaite. Maintenant, concentrez-vous un peu, vous voulez? Alors, on a déjà abordé le point dans la précédente discussion et même mon très cher et estimé Brandon a évoqué ses doutes à ce sujet. Un MMO considéré comme un vrai Final Fantasy. Vraiment? Même eux, ils ont préféré arrêter les frais et envoyer Bahamut tout nettoyer. On en reparlera avec Final Fantasy XI. Final Fantasy XIII, sorti en 2009 sur PS3. On y suit une des rares héroïnes de la série dans un jeu résolument linéaire. Une femme. Et vous noterez que là, Square Enix a juste abandonné toute cohérence en tant qu'éditeur en faisant de Lightning un mannequin pour Louis Vuitton. Elle a aussi posé pour Prada. Avec genre Saz. Avec Saz. Possiblement le pire Final Fantasy de toute la série. D'ailleurs, on ne devrait même pas le considérer comme un vrai Final Fantasy. Pour un RPG, ce serait un 8. Pour un jeu Final Fantasy, c'est un 1. Ce jeu prend la formule Final Fantasy et la jette par la fenêtre avec un gameplay linéaire, des personnages et une histoire vide et une exploration minimale. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas mon Final Fantasy. Ce jeu est juste à la pointe de tous les problèmes de cette génération. De bons graphismes et du mauvais pour tout le reste. Je n'arrive toujours pas à me dire que c'est FF. J'ai attendu ce jeu depuis son premier trailer, mais ça ne valait pas le coup. Final Fantasy XIII n'est pas l'habituel Final Fantasy. Mais qu'est-ce qu'il est? La tradition de Final Fantasy repose sur sa divergence et quand son exécution est parfaitement alignée avec sa vision, il y a peu qui peuvent l'égaler. Un Final Fantasy très différent mais qui devient plus familier en arrivant au bout. Nous n'allons sûrement pas déplorer le fait que Square Enix tente et réussisse quelque chose qui dépasse les attentes habituelles du genre. Et à présent, un mot d'un journaliste de chez Wired. La chose la plus importante à comprendre au sujet de Final Fantasy XIII, c'est que ce n'est pas un jeu de rôle. Vous n'avez pas à me croire. Demandez simplement à ses créateurs. Lors d'une récente interview, le directeur du jeu a dit que les changements effectués étaient si dramatiques qu'ils constituent à présent un nouveau genre en dehors du modèle RPG. Nombre de directeurs de Final Fantasy ont réalisé de grands changements au gameplay de la série depuis ses débuts en 1987. Et c'est pas comme s'il y avait un canon intouchable que la série ne peut jamais violer. En fait, le fait de trouver de nouvelles idées est justement ce qui a permis à la série Final Fantasy de survivre dans un marché japonais du RPG stagnant. La particularité de cette itération est qu'elle réduit le gameplay à quelques éléments de base. Du tour par tour contre des vagues de monstres fantastiques et élaborés, ainsi que des cinématiques dignes de films. Mais cette fois-ci, Square Enix a jeté le bébé avec l'eau du bain. Les choses qui font que les RPG sont si différents des autres jeux. Le sentiment d'une grande aventure non linéaire et les actions allant crescendo d'un monde ouvert ont disparu. Final Fantasy XIII n'est pas un RPG, c'est quelque chose de moindre. Ah bah, Chris il en avait gros sur le cœur, hein. Rendez-lui son monde ouvert, bande de monstres. Final Fantasy XII, sorti en 2006 sur PS2. Attention, c'est notre première version d'un monde ouvert. Un open... Bon, il a introduit le système des gambits, qu'on n'a plus jamais revu après. C'est une chose d'être aveuglé par de belles images, mais le niveau d'acclamation qu'a reçu ce jeu est pour le moins déconcertant. D'abord, c'est tellement éloigné de la série qu'on peut se demander comment ils ont justifié de le nommer Final Fantasy, si ce n'est que pour booster les ventes. Final Fantasy a été ruiné par le changement. Comment ça, pas d'écran brisé? La signature de tous les Final Fantasy, c'est l'écran qui se brise. Et sans ça, c'est pas du tout un Final Fantasy. C'est juste une contrefaçon d'un jeu Star Wars avec une histoire complètement nulle. Ouh,
Un élément ajouté à notre liste, l'écran qui se brise lors d'une entrée en combat, un chouïa années 80, mais ô combien essentiel. Il y a assurément pas plus pauvre Final Fantasy et peut-être pas plus mauvais RPG. Je veux qu'on me rende mes 90 heures. J'ai aucune idée de comment j'ai réussi à investir ces 90 heures de ma vie dans ce jeu. C'est même dur de l'appeler un Final Fantasy. Les déviations des précédents titres pourraient décourager certains joueurs, mais ce jeu est si classe. C'est comme un bain de bouche pour le mauvais après-goût qu'a laissé FF10 ou 10-2 dans la bouche des joueurs. Là où le jeu brille le plus, c'est dans la nouvelle voie qu'il trace, et non dans la tradition qu'il revisite. Final Fantasy XI, pas un RPG, mais un MMO, sorti en 2002. Ce qui semble le plus gêner notre chère communauté, c'est le fait que ces MMO ne soient pas des Final Fantasy à proprement parler, mais de simples MMO dans lesquels on a introduit des éléments populaires de la série des FF. D'ailleurs, l'idée de faire un FF en ligne nous vient d'Hironobu Sakaguchi. À l'époque, c'est ce qui était populaire sur le marché. L'impression que l'industrie du jeu vidéo s'essoufflait était tangible et on aurait cru avoir épuisé tous les genres possibles. D'où la recherche du renouveau dans le marché grandissant des jeux en ligne. Koichi Ishii trouvait que trop de jeux insistaient sur l'expérience solo du joueur. Il voulait faire revivre la convivialité de se retrouver autour d'un plateau de jeux de société avec des amis. Selon lui, la joie d'un jeu en ligne est créée par les interactions sociales avec d'autres personnes. Hiromichi Tanaka se rangera de son côté en disant que c'est un jeu à apprécier en communiquant avec beaucoup d'autres joueurs, et qu'il ne voulait surtout pas introduire quoi que ce soit qui encouragerait une façon de jouer solo. Quelqu'un leur a déjà montré ce qu'ils ont fait avec FF14 et les bots, du coup? Avec Final Fantasy X, ce n'est pas que ce n'est pas un Final Fantasy. Non, il transcende le statut de pas un FF et va jusqu'à pas un jeu vidéo. Simple, efficace. Sorti en 2001 sur PS2, ensuite Tidus, l'équivalent d'une star du foot mais façon poisson. Et le jeu a carrément bien vendu puisque c'est le premier à enfanter d'un deuxième opus permettant d'en apprendre un peu plus sur les héros. It's showtime, girls. J'aurais adoré voir la réaction des mecs qui n'ont pas regardé de teaser en découvrant l'intro. Adoré. Ce titre plonge dans les mêmes pièges que ses prédécesseurs. C'est pas vraiment un jeu, non, pas vraiment. Vous êtes ramassé et traîné de lieu en lieu par des cinématiques fastidieuses et très mal écrites. Pas un bon jeu, plus un film interactif avec du gameplay de temps en temps. C'est plus comme si tu regardais un film très lent, mais tu dois continuer d'appuyer sur X pour qu'il continue. Le gameplay en lui-même ne nécessite aucune réflexion et est linéaire. Ta mère pourrait finir le jeu aussi rapidement et efficacement que toi. Après avoir joué trop longtemps, on a l'impression que Square veut seulement que vous vous asseyez et regardiez le jeu plutôt que d'y jouer. Oui, les puristes vont peut-être trouver certains changements un peu trop drastiques. Mais bon, n'oubliez pas que les gens étaient pris de terreur quand Bob Dylan a ajouté une guitare électrique à son combo. Et notez que FF10 c'est le dernier Final Fantasy développé par Square avant que le film The Spirit Within ne les ruine et force à fusionner avec Enix. Les vrais fans noteront donc que vrai FF rime peut-être avec Square, sans Enix. Final Fantasy IX, sorti en 2000 sur PS1. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin de 6 ans de développement pour sortir un jeu en kit. Cet opus a été développé en même temps qu'FF8 et devait servir de retour aux sources. Après FF7 et FF8 en repiochant dans des éléments médiévaux. FF9 fut un succès commercial puisque plus de 5 millions de copies furent vendues jusqu'en 2016. Et pourtant, certains joueurs étaient dubitatifs à la sortie du jeu, n'y adhérant pas autant qu'aux précédents opus. On peut assez facilement justifier ça au fait que ce soit un retour aux sources. Les personnages étaient dans un style chibi et l'univers était bien plus fantaisiste que les deux précédents opus. Or, une grande partie des joueurs avaient découvert la série avec ces deux premiers opus. Donc, passer de Cloud et Squall, qui sont trop dark et edgy, t'as vu, à Bibi... Genre chut, je vous interdis de critiquer mon petit Bibi, il est beaucoup trop mignon pour ça, mais bon, on échange Cloud le dépressif et Squall l'ado rebelle qui passe son temps à avoir des réflexions sur son indépendance contre un gamin. Avec une queue de singe quoi. Mais du coup, est-ce que Final Fantasy IX serait finalement notre vrai dernier Final Fantasy, étant un retour aux origines même de la licence? Voyons ça avec nos agents et c'est ici que je vais switch aux commentaires de jeuxvideo.com puisqu'ils ont un historique plus ancien que Metacritic. Souhaitez-moi bonne chance.
Tout d'abord, je tiens à dire, merci Square. Merci pour ce retour aux sources. Vous aviez vraiment fait n'importe quoi avec le 8, mais en tout cas, merci pour ces personnages vraiment géniaux. Merci pour cette performance technique. Merci pour le système de jeu. Merci pour tout, Square. Superbe! Tout simplement sur le point des cinématiques ou même du gameplay, la nouvelle bombe de Square honore son prédécesseur jugé trop court ou pas assez près de l'esprit Final Fantasy initial, qui avait enchanté les possesseurs de Super Nintendo. On retrouve tous les ingrédients qui font le charme de la série. Dragons et créatures toutes sorties de contes, magie simple à utiliser, musique délirante... Bref, si vous vous êtes toujours rebuté à l'idée de Final Fantasy, il est temps de changer. Les anciens comme les nouveaux joueurs seront aux anges! Bravo au grand magicien Square! Final Fantasy IX a été présenté comme un retour aux sources de la série. Mais c'est une simplification excessive. Les racines de la série Final Fantasy ont toujours été des personnages attachants, une histoire épique, des batailles passionnantes et une présentation impressionnante. Les éléments tels que les dirigeables, les mages à chapeau pointu et les cristaux n'ont jamais été que des symboles de surface, tandis que l'histoire inspirante de l'humanité face à l'adversité est au cœur de chaque épisode de la série. Cela ne veut pas dire que le retour à un style artistique plus ancien est sans importance ou sans signification. Final Fantasy VII a relancé le marché des jeux de rôle sur 2 nouveaux continents, et Final Fantasy VIII s'est vendu au plus grand nombre d'exemplaires de tous les jeux de la série. Ces 2 jeux ont été acclamés par la critique. Alors pourquoi modifier une formule gagnante ? La réponse se trouve sans doute dans le jeu lui-même. Final Fantasy VIII sorti en 1999 sur PS1. Et c'est à partir de là que notre enquête commence à devenir compliquée, puisqu'en 1999, il n'y avait pas trop de rageux qui donnaient leur avis à chaud sur le net, vous voyez. Mais rassurez-vous, nous avons quand même quelques antiques commentaires de 2001 préservés sur jeuxvideo.com. Une telle passion, c'est beau. Et je suis extrêmement déçu par ce 8ème épisode. Non, mais attendez. En tant que grand joueur de RPG, je vous le dis comme je le pense. Ce jeu s'éloigne beaucoup trop de la lignée des Final Fantasy. Square a trop mis la sauce sur l'aspect graphique du jeu. Alors que la base des bases, la nature même d'un Final Fantasy a été délaissée. Donc, je resterai sur le 7, qui est nettement meilleur. Ce jeu est trop violent surtout pour des enfants. De plus, était-il vraiment nécessaire d'avoir des femmes nues à tout bout de champ ? De plus, pourquoi il n'y a pas de pizzeria ? Non, je confirme que c'est bien un avis sur la page de Final Fantasy VIII. Square. Où sont les pizzerias ? Dessus, voilà le mot exact. C'est bien joli de faire de superbes cinématiques, de beaux graphismes et de belles musiques. Non, franchement, je suis fan de la saga des Final Fantasy depuis le tout premier opus sorti sur NES en 1987. FF8 est de loin le moins bon. Certes, il reste un RPG façon Square, mais bon. Je reste sur mon idée que Square a de la peine à nous pondre des RPG tels que FF5 et FF6 qui sont à mon goût les meilleurs RPG jamais réalisés. Nous verrons bien avec FF9 qui est un retour aux sources. Je suis sûre qu'on peut faire confiance à Square et qu'ils sauront à la fois allier beauté, musique et scénario comme avant. Oh, vous savez, pour moi, ce qui caractérise le mieux Final Fantasy VIII, c'est envoûtant. Pas exceptionnel, mais prenant jusque la fin. En résumé, je dirais que je le trouve un peu en deçà du 7ème. Mais cela reste un très bon RPG que je déconseillerais aux fans de la première heure à cause d'une ambiance Heroic Fantasy totalement inexistante. FF8 est en fait un peu bidon. Le jeu n'est pas moche, ok, mais les musiques sont vraiment nulles. Les combats limités puisqu'il suffit d'invoquer à tour de bras pour gagner. Le scénario est plus que léger, les énigmes quasi inexistantes, les personnages manquent de charisme, bref. On s'éloigne carrément du côté fantasy de cet opus. Je l'aurais plutôt appelé Final Top 8 moi. Il ne vaut pas FF5, encore moins le 6 et sûrement pas le 7. Seule l'idée du jeu de cartes est bien, mais tout le reste est pourri. Je le déconseille, franchement. Final Fantasy VII, sorti en 1997 sur PS1 et pour beaucoup de joueurs, leur premier Final Fantasy. Après tout, c'était le premier Final Fantasy sorti officiellement en Europe. Avant ça, vous deviez vous mettre au japonais pour aborder la série. Ou bien vous casser la tête à comprendre quel opus est lequel pour jouer aux quelques versions anglaises. Surtout, le jeu avait été teasé absolument partout. Tout le monde le voyait comme la révolution en matière de jeux vidéo avec ses graphismes hyper réalistes. Observez-moi ces polygones et ces décors pré-rendus. C'est un jeu ? Ou bien la réalité ? Je vous le demande. Bon, le problème c'est que ce jeu a directement atteint un statut culte. Tout le monde était émerveillé par la technique et retenait son souffle en suivant l'histoire. Faut dire qu'encore une fois, c'était le premier Final Fantasy pour pas mal de monde. Donc personne ne prenait le temps de le comparer avec les précédents opus. Les seules remarques négatives revenant régulièrement étaient faites vis-à-vis de la musique qui était jugée comme moins bonne
que le reste de la série. Par contre, l'aspect cool, c'est que la presse appréciait déjà le renouveau dont faisait preuve la série. Les jeux de combat, les jeux de course et même les jeux de rôle sont tous victimes de la standardisation. Pensez au nombre de jeux de rôle auxquels nous avons joué et qui présentent une forêt labyrinthique ou des slimes comme premiers ennemis. Que dire d'un royaume en proie à la tourmente ? Le célèbre développeur de RPG Squaresoft est l'une des rares sociétés qui s'efforce d'être différente dans tous ses produits, en essayant de créer de la diversité et de la profondeur dans chaque expérience de jeu. Aujourd'hui, avec son dernier né, Final Fantasy VII, qui est son premier vrai RPG pour la PlayStation de Sony, Square a complètement révolutionné la norme pour tous les RPG. Les entreprises qui tentent de surpasser Square devront mettre les bouchées doubles en matière de développement et de financement pour chaque projet concurrent. Mais comme j'ai pas grand chose d'autre à citer pour ce jeu, laissez-moi faire un détour par le magazine Joystick, qui a écrit un article sur le portage du jeu sur PC et dont l'auteur fait transpirer toutes les valeurs fondamentales des années 2000. Final Fantasy est sans aucun doute l'un des jeux les plus attendus de l'été. Son succès sur PlayStation lui a procuré une renommée mondiale qui a filtré jusqu'au monde autiste du PC. Le jeu est plaisant par bien des aspects, les personnages sont attachants. Baignés dans une ambiance romanesque, il nage en pleine sentimentalité asiatique. Aïe, certains ne vont pas apprécier ces mots. Remarquez, j'ai pas parlé de japonaiserie, mais vous reconnaîtrez tout de même que la sentimentalité niaise est une caractéristique asiatique. Musique avec grand trémolo, souvenirs apparaissant dans un flou artistique, lumière baignant les héros. Sentiments englués dans les clichés, on retrouve point par point les lois de la gnognonerie. Il faut avoir gardé un esprit enfantin pour aborder ce jeu ou alors tout prendre au second degré. La faible orpheline à laquelle vous vous attachez est une ancienne. Elle n'est pas vraiment humaine mais possède les charmes et la douceur d'une faible jeune femme. Les paroles ne sont pas digitalisées. Elles apparaissent dans des bulles. C'est l'idéal pour les malentendants. Mais ceux qui ont des tympans intacts auraient bien aimé entendre les voix de leur héros. Mais sinon elle dit que le jeu est cool et elle l'a bien noté, hein. Et c'est à partir de là que notre enquête devient quasi impossible, puisque déjà, allez trouver des avis des années 90 en ligne sur des JRPG de niche. Ensuite, comme je l'ai signalé, FF7 est le premier Final Fantasy sorti officiellement en Europe. Les Américains, eux, avaient bien eu droit à quelques autres Final Fantasy dans un ordre totalement random, ce qui fait qu'ils sont juste perdus niveau numéro. Mais nous, on a découvert Final Fantasy avec un jeu à l'aspect futuriste dystopique. Est-ce que ça fait de Final Fantasy VII notre premier et dernier vrai Final Fantasy ? Bah, un peu, vu que dès Final Fantasy VIII, des gens se sont plaints que c'était pas assez fantaisiste. Est-ce que ça fait aussi de nous des gros cons jamais satisfaits ? Probablement un peu. Bon, j'ai encore quelques interviews des premiers FF et de si oui ou non ils se voulaient fidèles à leurs prédécesseurs. J'ai cru comprendre que FF6 renonçait à l'univers médiéval fantastique des jeux Final Fantasy précédents au profit d'une nouvelle ambiance méca. L'un des membres de notre équipe voulait vraiment créer une atmosphère de révolution industrielle, et c'est donc ce qui a servi de base, un monde d'armure Magitech, de métal et de machines. Quels ont été les défis que vous avez dû relever pour créer un nouveau Final Fantasy distinct des précédents ? Pour nos systèmes, nous n'avons pas utilisé les données ou routines de Final Fantasy V. Personne ne nous a dit que nous ne pouvions pas le faire. Mais nous avons tous décidé de créer notre propre système. Même si l'aspect visuel ressemble à FF5, tout ce qui se trouve sous le capot est complètement différent. C'est un peu le principe de base de la série Final Fantasy, n'est-ce pas ? Chaque jeu se ressemble, mais le contenu est très différent. Je pense que c'est parce que l'équipe change pour chaque jeu. Ce n'est pas vraiment une question de pression de la part des fans, mais plutôt une certaine fierté de ne pas vouloir faire la même chose que les autres. Nous n'apprécions vraiment pas l'idée de nous reposer sur les lauriers de quelqu'un d'autre, c'est pourquoi le Final Fantasy suivant est toujours quelque chose de nouveau. Alors, peut-on dire que FF5 sera un RPG qui réunira tous les points forts des jeux Final Fantasy précédents ? Non, distiller l'essence de Final Fantasy dans un seul jeu n'était pas notre intention. Nous avons créé ce nouveau système de job afin de poursuivre et d'approfondir des bonnes idées que nous avions dans FF4. En ce sens, il s'agissait d'une distillation. Mais plutôt que de résumer tout ce qu'a été Final Fantasy, nous voulions simplement offrir aux joueurs un plaisir qu'ils n'avaient pas encore connu. FF4 avait une histoire assez linéaire. Quel est le lien avec FF5 ? Même si FF4 était bien accueilli, il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas que nous fassions une simple suite, alors nous essayons toujours de faire quelque chose de nouveau. Nous allons mettre FF4 de côté pendant un certain temps.
En parlant d'Odin, les histoires sont complètement différentes, mais il y a des personnages et des choses qui reviennent fréquemment dans la série, n'est-ce pas? Ah, rire. Oui, il y en a. C'est très bien pour les adultes qui comprennent ces liens abstraits entre les séries, mais je pense que les enfants seraient un peu perdus. Pourriez-vous nous donner une explication solide à tout ça? Honnêtement, nous ne pensons pas vraiment au lien entre les séries. Par exemple, pour un jeu Final Fantasy, il faut des dirigeables, n'est-ce pas? Nous avons donc décidé que ce personnage lié au dirigeable s'appellerait Sid. Il y a juste un accord tacite entre le fait qu'il n'y a pas grand-chose derrière tout ça. Je suppose que nous devons vraiment réfléchir à tout cela. Mais du point de vue de l'histoire, les jeux sont pas des suites. Vous voyez, si nous essayons de faire des suites directes, je ne veux pas critiquer les autres jeux, mais nous pensons que vous vous en lasseriez. Une autre raison est qu'il serait difficile de changer de système. C'est donc ça le problème? Oui. Dans FF3, l'histoire tourne autour du système de job, n'est-ce pas? Si vous changez le système, l'histoire doit également changer. Mais dans Final Fantasy, chaque jeu depuis FF1 a un nouveau système. Donc, si vous deviez identifier un thème pour le système dans chaque jeu depuis FF1, comment cela se passerait-il? Voyons voir. FF1 a été conçu à la va-vite. FF2, voyons voir, nous voulions satisfaire les gens qui étaient devenus des experts du gameplay, les rendre plus heureux. Dans FF3, nous avons pris une direction complètement différente. Nous l'avons appelé Thunderbird's Feeling, comme la top dans cette série. Nous voulions vraiment donner aux joueurs le plaisir de pouvoir changer de capacité à la volée. Cette fois-ci, nous avons donc concentré tous nos efforts sur le système Active Time Battle. Et ce n'était pas non plus parce que nous voulions incorporer une notion de temps dans le jeu. C'est parce que nous ne voulions pas que les monstres se contentent de vous infliger des dégâts fixes. Nous voulions qu'ils aient plus de capacité, ce genre de choses. Et nous avons eu des idées qui ont découlé de cela, comme le fait d'être témoin du compte à rebours, jusqu'à ce que les bombes explosent. Qu'est-ce que FF pour vous? Final Fantasy 1 et 11 ont tous deux été développés alors que l'entreprise était dans une situation difficile. Je pense donc que mon état d'esprit à l'époque était celui d'une résolution, à faire quelque chose d'intéressant quoi qu'il arrive. Cette saga m'a appris que votre détermination peut grandement changer les œuvres que vous créez, et je vous en suis vraiment très reconnaissant. Il ne faut pas oublier que les joueurs de Final Fantasy appartiennent également à différentes générations. Certains connaissent les anciens titres, mais pas les nouveaux. D'autres connaissent les jeux Final Fantasy actuels, mais n'ont pas joué à ceux des débuts de la série. Il en va de même pour les créateurs de Final Fantasy. Mais cette saga a le don de nous réunir pour l'apprécier. Alors j'espère que les créateurs et les joueurs conserveront leur passion pour la série, et que l'amour que nous lui portons tous lui permettra de briller encore longtemps. À l'origine, l'équipe pensait que la chose la plus simple à faire serait de faire de FF2 une suite directe du premier jeu. Cependant, Hironobu Sakaguchi, épuisé par son travail sur FF1, a demandé à Akitoshi Kawazu, membre de l'équipe, de réfléchir à la suite du jeu. Kawazu était très passionné par le projet et l'histoire du jeu. Ainsi, l'histoire et les systèmes uniques sont presque entièrement de sa création. Enfin, lorsqu'on lui demande ce que représente Final Fantasy pour lui, Sakaguchi répond « À l'époque, l'état d'esprit était que nous ne faisions pas un produit, mais une création. Il s'agissait de mettre son âme dans la production, de déverser toutes ses idées dans le jeu, même si elles surgissaient au cours du développement, et de ne rien garder pour la suite. Lorsque vous terminez, vous êtes vide, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez faire ensuite. Mais en allant de l'avant, de nouvelles choses apparaissent. Je pense qu'il est bon que cet esprit se poursuive avec Final Fantasy à partir d'aujourd'hui. » Conclusion, jouez à ce que vous voulez, détestez ce que vous voulez et adorez ce que vous voulez. Et surtout, si vous détestez quelque chose, n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire à la limite du troll, histoire qu'un youtubeur random puisse vous citer dans une vidéo.